Bah, ça marche pas là. Bonjour à tous, ça y est, on est connectés, on est bien en direct de ce que je vois. Bonjour à tous ceux qui se connectent entre-temps. Je vous invite à vous manifester dans le chat pour bien me confirmer que ça fonctionne. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je vois que ça tapote dans le chat, donc ça m'a l'air bon. Mais ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel pour l'Instant RH, le webinaire Instant RH, animé par l'équipe de Culture RH. Comme tous les mois, on se retrouve avec une entreprise. Et ce mois-ci, eh bien, pour ce webinaire de rentrée, on va aborder un sujet vraiment passionnant qui est l'intelligence émotionnelle. Et en l'occurrence, comment l'intelligence émotionnelle peut être un accélérateur de performance. Tout un vaste sujet à décortiquer avec deux invités aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel du cadre de ce webinaire. Comme à chaque fois, on vous invite bien entendu à réagir dans le chat. N'hésitez pas à rebondir sur les sujets qui sont abordés, à poser vos questions. Mais voilà, de préférence, on va garder un petit temps d'échange plutôt en fin de webinaire. L'idée, c'est de pouvoir un peu vous aider à comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. On prendra un temps pour échanger en toute fin. Et puis, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est déjà vous présenter nos deux interlocutrices qui nous font l'honneur d'être présentes et d'échanger sur leur expertise sur ce sujet passionnant. Déjà, nous avons Céline Materne qui est avec nous. Donc, Céline, en 2-3 mots, si vous voulez bien vous présenter un petit peu et nous expliquer votre rôle chez Thomas International. Est-ce que vous m'entendez bien, Céline? Alors, je vois que vos micros sont coupés, mesdames. Alors Anaïs, Céline me dit Ça y qu'elle est, n'entend pas. Ah si. j'entends Kim. Non. Kim, je vous Moi c'est entends. bon, mais Ouais, Céline a un allez. problème de micro. Donc moi Bon, je vais me en présenter. attendant, Céline, Kim, dites-moi tout alors. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce sujet passionnant. Je suis Kim Nguyen, je suis le manager de Thomas pour la France et donc je travaille depuis plus de 15 ans. J'utilise des tests et je vends des tests psychométriques, donc je suis passionnée par l'utilisation des tests en entreprise. Et moi j'interviens aujourd'hui à titre d'exemple et de témoignage dans ce webinaire. Super, merci beaucoup, Kim. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, en quelques mots, Thomas International, ce que vous faites? J'ai bien compris que vous développiez des outils d'évaluation psychométrique, si j'ai bien dit le mot correctement. Tout à fait. En attendant, Céline, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ce que vous faites chez Thomas? Alors, tout à fait. Thomas International est une société internationale présente dans 84 pays. Et notre métier, nous, c'est d'aider les entreprises à recruter, à évaluer, à manager avec des outils psychométriques. Donc, tu l'as très bien dit, Anaïs, bravo. Donc, ça va de l'intelligence émotionnelle au potentiel, à des tests cognitifs ou des tests de comportement professionnel. Ok, bon, mais ça annonce un webinaire passionnant parce qu'on est pile dans le sujet, donc c'est parfait. Ce que je vous propose, on va attendre Céline, mais on va quand même avancer un petit peu. On va espérer de tout cœur qu'elle puisse régler ces petits problèmes techniques. Pour vous expliquer un petit peu déjà le déroulé, ce qui va être abordé aujourd'hui avec Céline et Kim. En gros, on va évoquer donc qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, parce qu'on en parle beaucoup finalement, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça finalement? C'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. À quoi sert l'intelligence émotionnelle? Quel est son rôle, quel est son intérêt, à quoi ça sert, hein, comment l'évaluer, est-ce qu'il y a déjà des moyens d'évaluer et comment ça se passe, comment est-ce qu'on va l'évaluer. Et puis en dernier lieu, je suis sûre que ça, vous serez impatient d'en savoir plus, mais comment la développer, parce que a priori, il y a moyen justement de développer son intelligence émotionnelle. Alors, je vois que Céline apparaît dans l'écran de Kim, donc on va pouvoir interagir avec Céline. Céline, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et du coup nous expliquer un petit peu en 2-3 mots qui vous êtes? Bien sûr, bonjour Anaïs et bonjour à tous et à toutes et excusez-moi pour ce petit décalage technique. Donc je m'appelle Céline Materne. Effectivement, je suis coach certifiée et formatrice pour Thomas International et je suis ravie d'animer ce séminaire avec Kim ce matin et avec Culture RH aussi sur l'intelligence émotionnelle. Un sujet passionnant, vous allez voir, protéiforme. On a choisi de vous donner différents éclairages. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je pense que ça vous donnera envie.
Super. Et alors, à nouveau, je le répète, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Bien qu'on compte garder un temps d'échange à la fin, on répondra à toutes vos questions en toute fin. On essaiera de répondre au fur et à mesure, de toute façon, à travers la présentation à vos questions. Mais voilà, gardez bien vos questions au chaud, mais n'hésitez pas toutefois à réagir dans le chat. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir un peu vos réactions. Du coup, Céline, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai déjà énoncé un petit peu le plan, mais on peut tout de suite attaquer avec cette première question. Je vous laisse prendre le relais. Oui, tout à fait. Alors, pour vous mettre dans le bain et commencer à vous faire un petit peu réfléchir à ce sujet, qu'est-ce qui fait que des individus, selon vous, qui possèdent un QI élevé, échouent et que d'autres au QI un peu plus modeste s'en sortent bien? Voilà, prenez quelques secondes pour y réfléchir et puis si certains veulent mettre leur réponse dans le chat, ça peut être intéressant de partager les éléments qui sont pour vous des facteurs de réussite. Alors, je vois que ça pianote. Ça pianote. On va laisser effectivement nos participants. Alors, Manon qui demande est-ce que ça a commencé? Il n'y a pas de son. Je confirme, on a bien commencé. On est là. A priori, il y a du son pour d'autres personnes, donc c'est que ça doit aller. À la technique. Alors, ça va vite, ça va vite. Je vois quelqu'un qui me dit la confiance en soi. Une autre personne qui me parle de IQ et EQ. Est-ce que ça vous parle Alors, QI, ça dépend si on le dit en français. À l'anglaise. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, EQ et IQ, ou QI en français et QE en anglais. Donc, c'est le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Effectivement, et on va en parler juste après, c'est la façon dont on évalue son intelligence ou ses capacités mentales intellectuelles, QI, et le QE, ses capacités émotionnelles, d'intelligence émotionnelle, dont on va parler tous ensemble. Donc, alors, Marion me parle aussi de persévérance. Oui, la persévérance. Je vois plein de soft skills qui apparaissent, savoir se mettre en avant, sens business, sens du marché, etc., etc. Il y a plein de choses intéressantes dans le chat. Énorme. C'est très, très intéressant. Et vous avez vu, effectivement, alors je retiens la confiance en soi, qui va faire partie de l'intelligence émotionnelle. Je retiens la persévérance, que nous appelons l'automotivation à faire les choses. Vous allez voir qu'effectivement, tout ceci est inclus dans l'intelligence émotionnelle, puisque c'est un concept qui a multifacettes, et on en parlera un peu plus tard dans le webinaire. Vous allez voir, et c'est ça qui va faire effectivement la réussite des personnes on va dire plutôt dans la sphère professionnelle, puisque c'est l'objet, c'est ce qui nous anime aujourd'hui, mais effectivement aussi dans la sphère personnelle. Parfait. Merci pour votre participation. Oui, merci à tous. Et justement, Céline, j'ai une belle transition là pour vous. J'ai Claire qui dit dans le chat, parce que le QI n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. C'était une affirmation, donc je pense que ça permet de faire la belle transition. C'est parfait. Justement comprendre qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle alors? Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle? Prenez quelques secondes pour vous mettre les petits mots-clés qui vous viennent lorsque vous entendez intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ou en tout cas dans les connaissances que vous avez à ce sujet-là? Et avant d'y aller, et avant de vous donner la définition, on va déjà partir de ce qu'est l'intelligence. Et c'était effectivement une très belle transition. Donc, effectivement, l'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des fonctions mentales qui nous permettent à la fois d'analyser, de comprendre et d'organiser le réel, ce que nous percevons en pensée. Donc, le côté conceptuel, mentalisé. C'est aussi une capacité à traiter de l'information pour décider, pour raisonner. Et puis, il y a un troisième point qui est très important concernant l'intelligence pure ou l'intelligence rationnelle, c'est la faculté d'adaptation. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez garder, des mots-clés que vous pouvez garder pour traiter de l'intelligence au sens général du terme. Ensuite, ça c'est intéressant que vous le sachiez, depuis les années 80, un éminent psychologue qui s'appelle Howard Gardner a effectivement mis à jour le concept d'intelligence multiple, puisque jusqu'à présent on était plutôt sur une intelligence plutôt logico-mathématique, un peu classique et verbale. Il s'est rendu compte et a analysé et même évalué que nous avions une capacité à avoir des intelligences multiples.
dans ces intelligences multiples, on va retrouver effectivement le logico-mathématique que vous connaissez pour quantifier, analyser les chiffres, la linguistique pour tout ce qui est l'expression verbale, mais aussi écrite, comprendre les nuances des mots. On a, et ça va être les deux piliers de notre intelligence émotionnelle, l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Intra étant plutôt tourné vers nos ressentis, nos sensations, l'introspection, et l'interpersonnel, notre lien avec les autres, les relations, très important dans l'intelligence émotionnelle. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est lié au spatio-visuel. Par exemple, un architecte a besoin de cela. Les sportifs en ont besoin également. Les pilotes de chasse ont un talent ou une intelligence particulièrement développée dans ce domaine. Pour ce qui est de l'intelligence musicale, eh bien, on pense à tous les grands compositeurs et puis également tous les artistes qui font que la musicalité, l'intelligence musicale est prédominante. Et puis, vous avez aussi la partie naturaliste, où là, ça va servir plutôt des fonctions liées à la biochimie, à la physique, tout ce qui est lié au naturel. Les archéologues ont une intelligence naturaliste beaucoup plus développée. Et puis, il existe une 9e intelligence qu'on appelle l'intelligence existentielle ou spirituelle, qui est plutôt développée chez des personnes, on va dire, qui ont la vocation, quelle que soit la religion, mais aussi chez les philosophes ou même chez n'importe qui, lesquels d'entre nous, qui nous posons des questions plutôt existentielles voilà, sur notre vie et l'existence en règle générale. C'est assez fou de se dire que tout ça a été un peu formalisé, on va dire, dans les années 80, parce que enfin, je ne sais pas ce que vont penser les personnes dans le chat, mais moi j'ai la sensation qu'on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle seulement depuis je sais pas, ces 10 dernières années, alors que finalement c'est un sujet qui date, c'est pas d'aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison, Anaïs. En fait, il y a eu le développement de nombreux concepts, on va dire, qui ont démarré par Wessler dans les années 40. Et puis petit à petit, on a fait évoluer ce concept d'intelligence pour comprendre qu'il était beaucoup plus complet et beaucoup plus touffu qu'une simple intelligence rationnelle. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, les années vraiment où le mot d'intelligence émotionnelle a explosé, c'est grâce à Goleman dans les années 95, on y reviendra juste après, où là, effectivement, il y a eu un lien vers le monde du développement personnel et puis vers le grand public et le lien vers l'entreprise. Tout à fait. Donc, si on revient effectivement à l'intelligence multiple, là, on vous a mis effectivement des graphiques de ce que sont nos intelligences multiples à Kim et à moi-même. Et effectivement, vous pouvez voir que ce qui est très intéressant, on a voulu, à titre d'anecdote, déménager notre bureau récemment. Et là, vous pouvez voir que, eh bien, par exemple, et sans lui faire de mal, elle l'assume complètement, Kim a 10% d'intelligence spatio-visuelle. Donc, pour déplacer des bureaux, pour elle, autant vous dire que c'est très compliqué. Et pour moi, c'est assez naturel. Donc, vous voyez, c'est assez révélateur comme quoi. C'est assez révélateur, effectivement. Elle a vraiment un sens du chiffre plutôt appuyé. Moi, c'est moins mon intérêt. Voilà, j'y mets moins d'énergie. Et je trouve ça intéressant de voir que c'est cette complémentarité, par exemple dans une équipe ou dans un binôme de travail, qui fait qu'on va être beaucoup plus performant d'ores et déjà, sans déjà parler d'intelligence émotionnelle. Et je trouve qu'en plus, au-delà de ça, c'est assez révélateur du potentiel de chacun, parce que parfois on peut se dire je suis nulle sur tel domaine, mais en fait, pouvoir mettre à plat justement ces espèces de multipotentiels, ou je sais pas comment on peut trop définir ça, mais c'est assez rassurant finalement de se dire que il y a des domaines où j'excelle aussi, donc je suis pas si nulle que ça. C'est ça va faire vos forces, et c'est ces forces-là qui vont vous permettre de vous appuyer sur vos forces pour effectivement vous développer, en essayant bien sûr d'améliorer peut-être ou de compenser celles qui sont un petit peu moins en aptitude ou en capacité pour vous. Mais vos forces sont un vrai levier de développement. On en parlera un peu plus tard. Alors, je vois justement des personnes qui commencent un petit peu dans le chat à s'impatienter. Mais comment on évalue ça? Où est-ce qu'on peut trouver ce test? Patientez, ça va venir, Voilà, on vous donnera les liens effectivement en fin de webinaire pour vous aider, parce que c'est un test gratuit très intéressant que nous ne développons pas, mais qui peut être très intéressant pour vous, en tout cas de vous donner une idée. Alors, dans le mot intelligence émotionnelle, il y a le mot intelligence qu'on vient très, très brèvement définir. Et puis, on va commencer à affiner le principe de l'émotion. Donc, une émotion,
qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une réponse adaptée de notre cerveau pour finalement raisonner et prendre des décisions. Rappelez-vous les fois où vous avez dû prendre des décisions un peu à enjeu ou des décisions cruciales, soit professionnelles, soit dans la sphère personnelle, et finalement vous avez dit ouais je le sens bien, ou je le sens dans mes tripes, ou intuitivement ça me parle. Eh bien effectivement, notre cerveau, notre biologie a mis en place des réflexes presque automatiques pour aider notre cerveau à raisonner et à prendre des décisions. Pour moi, souvent, ce que je dis, c'est que l'émotion, c'est un signal qui aide le cerveau à agir et à réagir dans certaines situations. D'ailleurs, vous vous rappelez, au niveau latin, que émotion vient du mot emovere, excusez-moi pour l'accent, mais voilà, se mettre en action. C'est se mettre en action, une émotion. Intéressant. Ça aide effectivement aussi pour l'apprentissage et la mémorisation. On apprend et on mémorise beaucoup plus dans un cadre ludique que dans un cadre très strict. Et les enfants apprennent et mémorisent par le jeu. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, si je peux partager mon expérience, moi, je le vois à travers mon métier de formatrice, parce que je fais beaucoup de formations aussi en parallèle, et d'ailleurs, vous aussi, Céline. Oui. Les pratiques en formation ont énormément évolué ces dernières années parce qu'elles tendent de plus en plus à prendre en considération la sensation de l'apprenant, son ressenti, etc., pour avoir une véritable expérience de formation plutôt que de la théorie et de la formation descendante. Désormais, on est plus sûr de l'exploration, de l'expérimentation, et c'est à travers ça qu'on va apprendre, parce qu'on a un souvenir qui se crée. Enfin, il y a toute une dimension émotionnelle qu'on ne prenait pas en considération avant. Complètement. Donc, c'est pas complètement. Ça, c'est vraiment un sujet. On se rend compte que ça s'applique à plein de domaines d'ailleurs, voire même plusieurs à tous les domaines. Exactement. Et Kim vous en parlera après sur du recrutement, sur de la vente, sur du management, sur la constitution des équipes. Vous allez voir, l'émotionnel et le fait de mettre en place le lien est aussi extrêmement important. Et tout ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. C'est ce qui fait un peu notre être humain, hein, c'est notre essence humaine. Et on en parlera pour le télétravail, etc. Très rapidement, je voulais vous montrer une vidéo. Alors, je ne sais pas en termes de timing, vous allez me dire, Anaïs, peut-être faut-il passer, mais on vous mettra le lien sur… je pense qu'on peut la lancer. On a le temps. On a un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je vous laisse regarder. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc? Bon, en vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, bon bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Bien. Ouais. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Et quand tu comprends rien à tes émotions, bah tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère, bonsoir. La tristesse, bonsoir. La peur, bonsoir. Et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard! Elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Merci, voilà, merci. Et fais gaffe. Quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet? Non mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te le dit pas. Non mais parce qu'après elle est repartie. Elle te dit, désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini. Mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. Elle te dit, voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir.
Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, et pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur. Donc en gros, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est moi. Tu commences... Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. J'adore. je vois dans le chat, beaucoup ont réagi en disant qu'ils adorent le format de cette chaîne YouTube. Et moi aussi, j'aime beaucoup parce que, en plus, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un bon moyen de vulgariser, en fait. Un sujet qui peut vite devenir quelque chose de trop intellect ou trop complexe pour les personnes qui ne sont pas forcément experts sur ce sujet. Donc, je trouve ça génial d'avoir pu partager. Merci en tout cas à votre équipe d'avoir eu cette idée de partager cette vidéo. Et le lien sera évidemment repartagé. Je vois beaucoup de demandes, est-ce qu'on peut avoir la vidéo, etc. Ne vous inquiétez pas, toutes les sources vous seront partagées. Excellent. Oui, il y a beaucoup de fond au-delà de l'humour. Il y a énormément de fond et tout ce qui est dit, est vraiment scientifiquement expliqué, ne serait-ce que tout ce qui concerne le lien entre émotions et puis neurones et donc voilà, vous trouverez des éléments très intéressants en tout cas, très ludiques. Donc voilà ce qu'est une émotion, signal qui nous demande une action. Un signal que nous devons savoir reconnaître et percevoir pour avancer, pour raisonner et pour décider. Donc, si on boucle la boucle de la définition, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, une capacité de percevoir, de comprendre et d'influencer nos propres émotions d'abord, puis celles des autres, afin de guider ou d'orienter nos pensées, nos actions pour atteindre nos objectifs. Donc, il y a un côté très utile, très rationnel, très intéressant pour l'être humain de savoir et de comprendre comment cette intelligence émotionnelle fonctionne. Pour la mettre en... Vous voyez, hein, on a mis un petit lien entre cœur et cerveau pour vraiment avancer de concert avec notre intellect rationnel que nous connaissons tous. Super. Donc, pour juste très rapidement refaire la boucle avec ce que vous disiez Anaïs, oui. Il y a eu des développements pendant plusieurs années, des milliers d'études ont été faites et sont toujours en cours sur l'intelligence émotionnelle parce qu'on a fait couvrir la porte et on a encore de nombreuses sphères à étudier, mais on va dire le pape de l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman, qui l'a vraiment ouvert au grand public et transmis au grand public, lisez le livre, il est passionnant, il y a plein d'exemples dedans, qui évoque, oui, très honnêtement, c'est très intéressant. Il y a 4 sphères de compétences de l'intelligence émotionnelle selon le professeur Goleman. L'autoconscience, donc le fait d'avoir conscience de ses émotions et de celles des autres. L'automotivation, dont un des participants ou une participante en parlait à propos de persévérance. La conscience sociale, qui est le fait d'avoir cette conscience du groupe, de l'autre et du collectif, et cette grande capacité que nous avons à nous lier aux autres en tant qu'êtres humains. Et ces 4 sphères de compétences sont les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle et du TQ que nous allons vous présenter en fin de webinaire. Donc, voilà pour notre grand ponte. Nous allons je vais passer la parole à Kim qui va vous expliquer à quoi sert l'intelligence émotionnelle de façon très pragmatique. Alors, et en quoi elle est importante nous passons l'écran. Allez-y, organisez-vous, pas de souci. On s'adapte, hein. C'est aussi une forme d'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Alors du coup, on va pouvoir effectivement comprendre à quoi sert l'intelligence émotionnelle et en quoi elle est importante en fait. C'est aussi ça la question, parce que certaines personnes pourraient se dire quel est l'intérêt, pourquoi c'est si important. Donc Kim, ça y est parmi nous. Je suis là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Ouais, tout va bien.
Alors, pour animer les slides, du coup, comme je suis partie, tu peux juste passer la slide suivante, s'il te plaît? C'est possible pour Pas de toi? souci. Pas de souci. Voilà. Donc, du coup, je reprends la parole pendant que Céline tente de se connecter avec un autre ordinateur. Donc, pour aborder donc, le deuxième volet de ce webinaire sur les bienfaits. Alors, les bienfaits, à quoi ça sert l'intelligence émotionnelle? Et dans la longue liste des bienfaits, on a juste sélectionné 3 bienfaits qui sont en lien avec l'entreprise. Donc, avoir de l'intelligence émotionnelle, ça permet de s'adapter. Si je comprends mes émotions, si je comprends les émotions des autres, je peux interagir et je vais pouvoir donc m'adapter à des situations, à toutes les situations, à des situations difficiles, et je vais pouvoir prendre des décisions qui vont être plus adaptées. Ça permet également d'améliorer la productivité. Donc, dès l'instant où je prends conscience de ce que je suis, j'écoute l'autre, je vais être plus créative, je vais être peut-être plus à l'écoute, donc je vais avoir une capacité qui va être meilleure pour coopérer. Donc, la coopération, ça améliore la productivité. Et enfin, la communication. Voilà, si je sais écouter, je vais développer de la prise en compte. Lorsque je vais exprimer mes idées, je serai beaucoup mieux entendue. Parfait, nickel. Question, est-ce que l'intelligence émotionnelle est utile dans toutes les fonctions? Alors, c'est une question qui suscite beaucoup de débats. Et souvent, j'ai cette discussion avec les recruteurs qui me disent, moi, ce que je veux, c'est, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin d'avoir des compétences techniques. Donc, en fait, ce que je veux, c'est du savoir-faire, de la compétence, de l'expérience. Et c'est pas que j'aime pas l'intelligence émotionnelle, mais c'est que dans un premier temps, j'en ai pas forcément besoin. Alors, ok, j'entends, il faut du savoir-faire, il faut de la compétence, mais dès l'instant où la personne va être en lien, en interaction avec d'autres personnes, dès l'instant où la personne, même dans un domaine très technique, va manager un projet, va travailler en équipe, va devoir expliquer ses résultats scientifiques à des personnes qui ne sont pas du même domaine de compétences, c'est là qu'une intelligence émotionnelle prend tout son sens. Et moi, j'aime beaucoup la photo. Dès lors que ça touche le sujet vraiment que la personne maîtrise, en fait. Bien sûr. Et dès l'instant où elle va aussi interagir avec l'autre, elle peut très bien travailler toute seule dans une pièce juste sur sa compétence technique. Et dès l'instant où il faut qu'elle interagisse avec l'autre, elle va activer des critères de l'intelligence émotionnelle. Et ce côté, le cerveau et l'intelligence émotionnelle qui se donnent la main et qui marchent ensemble, j'aime beaucoup. Oui, en fait, c'est la conjugaison entre le savoir-faire, les compétences et le comportement et l'intelligence émotionnelle. Ok. Et alors, du coup, effectivement, comment ça se traduit dans des axes précis, par exemple, sur la partie recrutement, en l'occurrence? Alors, justement, donc, du coup, le titre du webinaire est « Est-ce que l'intelligence émotionnelle est un accélérateur de performance ?» Donc, on a choisi 4 exemples pour montrer qu'en fait, il y a un accélérateur de performance quand on travaille avec l'intelligence émotionnelle. Dans le cadre du recrutement, si vous êtes capable d'évaluer l'intelligence émotionnelle de votre candidat, d'abord, vous gagnez du temps. Vous êtes en capacité de poser des questions qui sont adaptées. Vous allez créer une conversation bien plus profonde avec le candidat. Et vous allez même prendre des meilleures décisions quand vous allez intégrer le candidat. Je prends un exemple qui va parler à beaucoup de personnes, le télétravail. Vous êtes très nombreux, quand c'est possible, à avoir mis du télétravail en place, donc une journée par semaine ou quelques journées par mois. Le télétravail, ça nécessite de l'automotivation. L'automotivation, Céline en a parlé il y a quelques secondes, c'est un des critères de l'intelligence émotionnelle. Un individu qui est automotivé, qui est fortement automotivé, est quelqu'un qui se régénère, qui est capable de se régénérer seul, donc qui est bien plus performant quand il travaille, quand il est en télétravail. Donc, on peut justement recruter des personnes, s'il y a beaucoup de télétravail, prendre quelqu'un qui a une automotivation qui est forte. Un collaborateur qui a moins d'automotivation, il a besoin de voir ses collègues plus souvent pour se régénérer. Comme quoi, tout le monde n'est pas fait pour faire du télétravail, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Deuxième exemple dans le cadre de la constitution d'équipe, et je vais prendre un exemple pareil qui va faire résonance. Constitution et fonctionnement d'une équipe, si on prend le cas d'un comité de direction, on a beaucoup de sollicitations chez Thomas par des comités de direction. Dans un comité de direction, vous avez des compétences, d'abord vous avez des postes uniques,
un DRH, un DG, un directeur marketing, un DAF. Ces personnes ont des compétences techniques précises. Ils ont des enjeux aussi, même si on travaille pour une stratégie d'entreprise, on a des enjeux qui peuvent être différents. Et donc, du coup, il peut y avoir de l'animosité parce que c'est des personnes qui sont postes uniques, postes différents. Eh bien, une équipe, un comité de direction qui est en capacité, en fait, de gérer, d'avoir un ajustement émotionnel fort, va être un comité de direction qui va être plus performant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ajustement émotionnel? C'est la capacité à gérer son stress, c'est la capacité à contrôler ses impulsions, donc c'est la capacité à s'ajuster émotionnellement. Donc, globalement, un comité de direction qui est capable émotionnellement d'être fort, d'un point de vue gestion, maîtrise de soi, va être plus performant. Ok, passionnant. Et du coup, ça s'applique même à tous, j'ai envie de dire, tout ce qui va toucher à l'ajustement finalement, même dans la vie personnelle, au-delà de la vie professionnelle. Voilà, j'ai parlé de la vie professionnelle parce qu'on est dans un webinaire qui est plus Oui, bien professionnel, sûr. mais ça touche également la vie, On est d'accord. personnelle. Si je sais reconnaître une émotion quand elle arrive et que je sais la contrôler, eh ben, je vais être beaucoup plus en harmonie. Donc, je vais utiliser, quand je vais avoir des pulsions, ben, j'en ai. Et puis, quand je veux me retenir, je vais pouvoir me retenir. Donc, ça donne beaucoup plus d'harmonie, bien évidemment. Et ça l'est pour les métiers. La maîtrise des émotions, elle est très importante dans le sport, par exemple. De grands sportifs, on leur demande de maîtriser leurs émotions. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, les méthodologies employées dans le monde du sport servent un peu d'inspiration à l'entreprise. On voit très souvent des grands sportifs se reconvertir en consultants, en entreprise, en management, parce que c'est assez inspirant. Et je pense pour le coup, ils ont une capacité justement à mobiliser cette intelligence émotionnelle dans le domaine du sport. C'est quelque chose d'assez fort. Oui, tout à fait. Et du coup, alors en management? Alors en management, ben, en tant que manager, par exemple, si je prends un acte de management du quotidien, qui s'applique à moi, si je dois féliciter quelqu'un, alors ça c'est un exemple que j'adore, parce que j'ai toujours des discussions avec des managers qui me disent, bah, si tu dois féliciter quelqu'un, c'est bien plus facile de féliciter que de recadrer. Ben, ça dépend, oui. Maintenant, si je veux que ma félicitation soit efficace, la félicitation en intelligence émotionnelle, ça a un écho avec l'estime de soi. Un individu qui a une estime de soi qui est basse, c'est quelqu'un naturellement qui n'entend pas les compliments. Ah oui, donc, dès l'instant où je veux féliciter quelqu'un qui a une estime de soi basse, je vais trouver le moment opportun. Peut-être que je vais la féliciter 2 fois ou 3 fois pour qu'elle entende vraiment. À contrario, si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a une estime de soi forte, bien sûr que je vais la féliciter aussi, elle le mérite, mais peut-être qu'une seule fois va suffire. Donc moi, en tant que manager, ça va me permettre de doser en fait la façon dont je vais féliciter mon énergie et d'avoir un management qui va être plus efficace. D'où l'importance de bien connaître ses équipes. De l'importance, si on a les infos, on peut ça permet d'adapter son management. Et oui, d'accord. Et alors, dans le domaine de la vente, à nouveau, en fait, il y aurait une liste infinie de domaines. Il y a une liste infinie. Avec Céline, quand on a choisi, on s'est vraiment creusé la tête en disant qu'est-ce qu'on va donner comme exemple. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, dans la fonction commerciale. On a choisi les plus parlants. Vous avez choisi les plus pertinentes. Et moi, je vais prendre le cas d'un de nos clients. Donc, on a un client qui est une société qui a des magasins dans toute l'Europe, et donc des magasins d'habits. Et en fait, il nous a commandé une étude pour avoir une corrélation entre les performances commerciales, parce qu'on est en train de parler de performance, et les critères d'intelligence émotionnelle. Quels sont les critères d'intelligence émotionnelle chez lui qui sont associés à la performance? Donc, on a évalué des dizaines de personnes. Et au bout de quelques mois, on a pu sortir des résultats. Et dans cette enseigne-là, donc en fait, un vendeur performant, donc le vendeur qui vend le plus, il a 4 composantes dans son intelligence émotionnelle qui sont une estime de soi bonne, c'est-à-dire que quand le client rentre, il est content de voir quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a confiance en lui. De l'empathie, donc un vendeur qui est capable de comprendre et se mettre à la place de son client. De l'assertivité, donc je suis capable de présenter après mes vêtements avec de la conviction et je crois en ce que je dis, quoi. Et également une capacité à comprendre la conscience sociale, c'est-à-dire je comprends rapidement l'environnement de mon client.
Est-ce qu'il va décider tout seul? Est-ce qu'il a Oui. quelqu'un à côté de lui qui va l'aider à décider? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il fait un achat spontané ou est-ce que c'est un achat réfléchi? Donc, en fait, c'est 4 composantes. Donc, je répète, l'estime de soi, l'empathie, l'assertivité et la conscience sociale dans cette ancienne font que le vendeur est plus performant. Donc, cette société, par la suite, a mis en place du coaching, du suivi de l'accompagnement pour faire grandir ses collaborateurs. D'accord. Est-ce que ça signifie qu'on peut envisager que, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, une entreprise qui va être amenée à recruter un ou plusieurs vendeurs va pouvoir non plus se focaliser sur une expérience passée et des compétences techniques liées à la vente, mais va pouvoir, pourquoi pas, envisager de se focaliser sur ce volet intelligence émotionnelle. Alors, on parle souvent de soft skills. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, c'est une deuxième question, est-ce qu'on peut traduire ça dans le monde du recrutement avec le mot soft skills, l'expression soft skills est-ce que ça peut englober l'intelligence émotionnelle? Et du coup, est-ce qu'un recrutement peut reposer uniquement sur ces qualités-là et pas forcément s'attarder sur la partie technique? C'est envisageable. Tout à fait. Alors, moi, je parle moins de soft skills, mais en tout cas, ça fait partie. L'intelligence émotionnelle fait partie de ce qu'on appelle les soft skills, mais il y a dans la question, Anaïs, il y a deux choses. Il y a d'abord, si j'ai les compétences, je prends, je peux analyser l'intelligence émotionnelle et je fais un match et je recrute. Mais je peux aussi me dire, la personne n'a pas forcément aujourd'hui les compétences techniques, elle ne sait pas faire, mais par contre, elle a des traits d'intelligence émotionnelle, elle a envie d'apprendre. Si j'ai le temps de la former ou si je peux l'accompagner, je peux tout à fait recruter quelqu'un qui est d'un autre domaine d'expérience ou d'un autre domaine d'activité dans mon entreprise, bien évidemment. D'accord. Ok. Je propose qu'on avance sur le sujet suivant et en l'occurrence un sondage, si ça te va, Kim. Tout à fait. Alors, on a notre petite équipe en backstage qui va lancer le sondage, mais la question qu'on a envie de vous poser à vous dans le chat, alors je vois qu'il y a beaucoup de réactions, de questions, je vous rassure, on a bien prévu en fin de webinaire de répondre à vos questions qui seraient restées en suspens. Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez déjà testé ou pas votre intelligence émotionnelle? Alors, pour répondre au sondage, vous avez un onglet sondage en bas à droite de la fenêtre et je vous invite à aller sur ce sondage et à répondre à la question. Ça nous permettra, nous, de notre côté, de jauger un petit peu où vous en êtes par rapport à ce sujet-là. Dites-moi si c'est bon pour vous, si vous voyez bien le sondage. Je pense que oui, puisque moi-même, je le vois. Et je vous invite à répondre à la question. On pourra partager vos résultats. Alors, j'ai certains qui me donnent des précisions, qui me disent le test MBTI, en l'occurrence. Parfait, c'est fait, ça fonctionne. Ok, trop bien. Alors, en même temps, moi, au fur et à mesure, j'ai essayé de relever un petit peu vos questions qui sont restées en suspens. On y revient sur vos questions. Alors, ce fameux sondage. J'attends de voir. Moi, je vois déjà des résultats qui se sont affichés entre-temps. Je vois 68% de non, 32% de oui. Ça évolue, hein. Vous votez au fur et à mesure, donc ça s'affiche au fur et à mesure. Ça se réajuste. Alors, je vois que Céline a pris le relais. Céline, est-ce que ça vous surprend ces résultats, Céline? C'était justement l'intérêt de faire le sondage, c'est d'en savoir un petit peu plus parce que effectivement, ça nous donne une image un peu générale. On avait anticipé les deux, voilà, plus de 50% et moins de 50%. On est sur du 65% non pour l'instant, 35% oui. Ça bouge un petit peu, mais la tendance, elle est assez évidente. Voilà. Alors, ce que j'allais, moins de 50% de oui, j'allais vous dire, il est temps de vous y mettre. Venez tester. Effectivement, c'est ce qui va être intéressant, découvrir et tester l'évaluation en fin de webinaire. Je pense que ça pourra tous vous intéresser. Voilà, d'en savoir un peu plus sur votre propre profil. C'est un peu la maxime connais-toi toi-même. Donc, ravi. En même temps, c'est aussi normal parce que c'est quelque chose de relativement récent, comme on se l'est dit en début de webinaire, l'intelligence émotionnelle, le concept. Il y a beaucoup de tests
tests qui existent, et le MBTI est un test de personnalité, mais qui n'évalue pas l'intelligence émotionnelle. Oui, vous je avez vois que raison, certains en parlent dans le chat. Tout à fait. Ouais. Il y a forcément certains angles qui sont communs, il y a des critères qui sont communs, mais en tout cas, ce n'est pas un test d'intelligence émotionnelle. Et sur le marché, veillez bien, et ça va être l'objet de notre point juste après, veillez bien pas à valider, mais en tout cas à vous assurer que les tests que vous allez tester sont fiables statistiquement, on en parlera après, voilà, et qu'il y ait du fond derrière, du fond scientifique derrière. C'est très, très important parce que sinon, effectivement, on passe à côté de l'évaluation, voilà, l'intérêt d'une évaluation un peu sérieuse. Et alors justement, Céline, comment on l'évalue? Bah voilà, je vois que la slide n'est pas parue. Comment est-ce qu'on l'évalue alors? Alors, vous verrez sur tout le monde veut savoir. Pardon, je vous ai coupé. Exactement, on veut tous savoir. Vous verrez, sur le marché, il existe différents tests. Il y a des tests plutôt de capacité, où on va mesurer la capacité de l'intelligence émotionnelle. Il y a des tests qu'on dit de trait ou de personnalité, ce qui est le cas pour le TQ de Thomas International, donc en lien avec la personnalité. Et puis, il y a des modèles mixtes. Donc, ça aussi, vous pouvez interroger les personnes qui viennent vous solliciter sur ces sujets-là. Donc, le TQ, qui est effectivement le test de notre groupe, donc qui s'appelle Traits of Emotional Intelligence Questionnaire, qui est effectivement un test qui a été, comment dirais-je, conçu par Petritz et Furnham, qui sont deux grands psychologues anglais, qui l'ont conçu en 2003, se pose sur les trois fondateurs de l'intelligence émotionnelle, Baron, Goleman et Mayer and Salovey. Donc, ils ont repris leur étude et ont fait, voilà, j'allais dire, une combinaison de ces trois concepteur. Il a une fiabilité statistique qui est très bonne, très forte, donc, et on a du recul depuis 2003 maintenant, avec une norme, donc on compare les résultats, vos résultats à une norme qui est comparée à un panel de 20 000 personnes maintenant, 20 000 personnes actives qui ont fait ce test, donc qui nous procure aussi une bonne fiabilité, une bonne stabilité de nos résultats, à la fois et dans le temps et en termes de cohérence. Donc, c'est très important. Il faut aussi savoir que ce test a été homologué par la BPS, la British Psychological Society, qui confère un sérieux à nos études et à nos données. Très important aussi que vous vérifiez ça avant de tester d'ailleurs n'importe quel test de personnalité. Et puis, c'est intéressant d'avoir ces références que tout à l'heure quelqu'un demandait, mais comment on sait si un test est sérieux ou pas? Ça peut effectivement être un des facteurs à vérifier du coup. C'est un facteur à vérifier, à questionner effectivement si vous êtes sollicité par des éditeurs et des concepteurs de tests. Nous, tous nos éléments sont sur le site. Si vous avez besoin de choses chiffrées, rationnelles, donc là c'est le Q qui parle et c'est normal. Donc n'hésitez pas à les regarder et à nous les demander. On a plus de 475 études scientifiques par an qui étayent aussi toute la partie rationnelle du test et sérieux du test. Donc, ça, c'est très, très important. Vous avez raison de le souligner, Anaïs. Ce qu'il faut savoir, et là, voilà, on en vient à définir un peu plus ce que le TQ va évaluer comme type de facettes et de facteurs. On est bien sur 5 facettes qui vont elles-mêmes inclure une quinzaine de facteurs. Donc, on a l'impression de loin que ça fait énormément de facteurs, mais c'est ce qui va faire aussi le fait que le test va vous donner des réponses précises sur les forces, les atouts de votre intelligence émotionnelle et les points un petit peu plus à développer ou à renforcer à l'avenir. Donc, on a une première facette qui est le bien-être, qui inclut 3 facteurs, le bonheur, le niveau de bonheur, d'optimisme et d'estime de soi. Comme vous l'a dit Kim, l'estime de soi est fortement corrélée notamment dans les processus de vente, et dans plusieurs autres fonctions bien évidemment. On a une deuxième facette qui est la maîtrise de soi, qui inclut toute la partie régulation émotionnelle, contrôle des impulsions et gestion du stress. Et là,
Pour moi, pour en avoir débriefé un grand nombre chez de nombreux clients, quel que soit le secteur, celui-ci est primordial parce qu'on est effectivement dans une actualité professionnelle qui est plutôt pressurisante et stressante, quel que soit le niveau de responsabilité et de secteur. Et celui-là, la maîtrise de soi, vous le verrez après, c'est la base de notre développement de notre intelligence émotionnelle. Plus on travaille la maîtrise de soi, plus les autres facteurs ou facettes seront facilités en termes de développement. On a ensuite le facteur émotivité, où là, on est plus sur l'empathie, la perception et l'expression émotionnelle et le fait de créer du lien, des relations. Le dernier grand facteur qui est aussi très important est celui de la sociabilité, qui couvre les facteurs de la gestion des émotions, de l'assertivité, très important aussi, et de la conscience sociale, mais cette fois-ci pour un collectif, pour un groupe, pour une équipe. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Et puis, les dernières facettes un peu indépendantes, mais qui sont très importantes et fondamentales pour nous dans notre test, c'est le niveau d'adaptabilité, très important, surtout en ce moment où on est face à des changements de plus en plus rapides dans les entreprises, et l'automotivation qui crée cette fameuse notion de persévérance pour avancer. Et du coup, j'ai une question, Céline, en complément à tout ça, puisqu'on est sur le volet évaluation, et plusieurs personnes ont évoqué le test MBTI, et justement, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait attention, le test MBTI, c'est un test à faire régulièrement parce que c'est un test fait à l'instant T qui n'est pas représentatif de la personnalité sur toute une vie. Est-ce que c'est applicable aussi sur le test sur l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Quelle est la durée de validité d'un test? Est-ce que ça demande de le faire régulièrement Alors, tout à fait, c'est une excellente question. Notre test, il y a une très bonne stabilité dans le temps, c'est-à-dire que comme nous, il est corrélé sur un modèle lié à la personnalité, et la personnalité, effectivement, évolue depuis l'âge de tout petit à l'âge adulte. On peut dire qu'il y a une solidité, une stabilité dans le temps, ce qui peut faire changer éventuellement complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir testé à un moment donné, c'est les grandes épreuves de vie et les maladies graves, mais sinon la personnalité est plutôt stable et plutôt voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, l'intelligence émotionnelle, la faire tester à un jeune de 15 ans, c'est peut-être pas tout à fait, j'allais dire, cohérent ou pertinent, parce que ça, c'est lié à la construction du cerveau et à différentes, j'allais dire le néocortex qui est pas encore tout à fait construit. Donc, attendre après 20 ans, voire le faire autour de la trentaine est un tout petit peu plus pertinent. En tout cas, on aura un peu plus de réponses un peu plus fines sur les points de développement et puis les forces. Mais on peut dire qu'il y a une très bonne stabilité dans le temps, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Bon à savoir. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut la développer alors, cette intelligence émotionnelle? Est-ce qu'on peut déjà la développer? Alors, tout à fait. Et ça, c'est ouf, heureusement, merci. C'est rassurant. C'est rassurant, effectivement. Alors, comment on la développe? Effectivement, ça s'apprend. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'intelligence émotionnelle s'apprend et on peut la renforcer. Alors, comment ça se passe? Il y a ce qu'on appelle l'impact de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut activer et désactiver l'intelligence émotionnelle en fonction de son environnement émotionnel et social dans lequel on grandit, on est éduqué et même on travaille. Donc, c'est votre environnement qui va impacter effectivement tous les liens biologiques, cérébraux qui vont vous permettre de la développer. Et puis, le deuxième point, c'est génial, notre cerveau a une plasticité étonnante. On est d'une souplesse étonnante à l'intérieur de notre cerveau. Donc, chaque stimulus qui sont, en tout cas, mis en place grâce à la pratique, à l'expérience, crée des changements de synapses et de liens dans le cerveau. Ça construit des connexions nouvelles, des nouvelles aires, et c'est ce qui nous permet de la développer, et heureusement. Et de façon tout à fait pratico-pratique, développer son intelligence émotionnelle, ça nécessite un entraînement. Ça nécessite de la mise en pratique, justement. Et puis, lorsqu'on s'entoure de personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée, cela permet aussi, par effet miroir, de s'entraîner et de développer notre propre intelligence émotionnelle. Donc, heureusement, tout ça existe.
Et puis, la dernière petite chose que je vous dirais avant de conclure, je vais finir par une petite histoire. Le premier pas, c'est développer sa prise de conscience, la prise de conscience émotionnelle. Et pour quoi de mieux qu'une petite histoire pour vous symboliser tout ça, c'est un jour, voilà. Vous sachiez. Et là aussi, on va aller chercher un peu d'émotionnel pour finaliser ce webinaire. C'est un jour, un conte japonais nous raconte qu'il y a un samouraï très colérique qui demande à son maître zen de lui expliquer ce qu'est la différence entre le paradis et l'enfer. Et puis le moine lui répond avec mépris, tu n'es qu'un rustre, je n'ai pas le temps à perdre avec des gens de ton espèce. Du coup, le samouraï devient furieux. Il tire son épée et crie « Je pourrais te tuer pour ton impertinence ». Et là, le moine répond calmement « Voici ce qu'est l'enfer ». Du coup, surpris par la vérité de ses paroles, le samouraï rengaine son épée, salue son maître, le remercie. Et là, le maître lui répond « Et voici ce qu'est le paradis ». Donc là, cette histoire montre quoi? Eh bien, montre qu'effectivement, c'est bien différent que de se laisser emporter par une émotion, que d'en être conscient. Vous voyez, il y a toute une phase. Et lorsqu'on est conscient de son émotion, eh bien, dans notre cerveau, il y a une petite modification, une légère modification de l'activité mentale qui déclenche des circuits dans le néocortex qui vont surveiller les émotions. En fait, c'est comme s'il y avait un grand contrôleur de nos émotions. Et ça, c'est la première étape de la maîtrise émotionnelle à proprement dite. Le fait de se dire, pendant que je suis en colère, fait qu'on commence à maîtriser un peu plus son émotionnel. Voilà pour la petite histoire de conclusion. Donc, la petite histoire fondamentale, voilà, et qui s'appuie sur toutes les autres, c'est la maîtrise de soi. D'accord. Super intéressant. Et alors, du coup, avant qu'on conclue, j'avais une question qui m'est venue parce que moi, je vis en Angleterre. Donc, du coup, c'est une question peut-être un peu bête, je ne sais pas, mais je me demandais, est-ce que une culture peut avoir un impact dans la mesure où, par exemple, moi, je vois en Angleterre, je vois bien qu'il y a des différences culturelles qui impactent les personnalités des gens, parce que j'arrive à déceler des différences entre les Français et les Anglais. Enfin, il y a des différences assez évidentes. Et du coup, je me demandais, mais est-ce que finalement, cette culture, elle va impacter justement l'intelligence émotionnelle de chacun? C'est un lien? C'est une excellente question. Alors, les émotions, en tout cas sur les émotions de base, les 4 ou 6 émotions, ça dépend sur quel schéma voilà, on travaille, mais les 6 émotions de base, donc incluant la surprise et le dégoût, plus les 4 qu'on a vus tout à l'heure, sont des émotions qui sont communes à l'ensemble de l'être humain, quelle que soit la culture, que ce soit des peuples primaires ou des peuples comme nous, plus urbains ou plus connectés. Donc, ces émotions-là restent pourquoi elles sont communes à l'ensemble des cultures, c'est parce qu'elles font partie de notre développement en tant qu'être humain, du développement du cerveau, donc de nous en tant qu'Homo sapiens jusqu'à maintenant. Donc, ce qui fait que effectivement, la partie émotionnelle sera la même pour tout le monde. On peut ne pas être surpris par les mêmes choses, mais en tout cas, l'émotion sera ressentie. Vous voyez, l'émotion sera ressentie de la même façon. La peur sera ressentie de la même façon. On peut même comparer la chose, c'est-à-dire même en tant que Français, vous et moi, Anaïs, on peut avoir peur, mais pas pour les mêmes choses. Néanmoins, on ressent de la peur. Oui. Eh bien, c'est pareil qu'on soit coréen, brésilien, français ou un autre peuple. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir avoir un panel complètement globalisé, mondialisé, et pouvoir avoir une vraie cohérence dans nos résultats. Ça, c'est très important de le savoir. Après, ce qui va faire la différence, et c'est pour ça qu'on incite les personnes que nous accompagnons à passer le test dans leur langue de culture d'origine, parce que la nuance, par contre, de vocabulaire est très, très importante. Donc, bien sûr. Voilà, et nous qui travaillons à l'international, puisqu'on a des clients dans le monde entier, on a la possibilité de faire passer le test dans la culture d'origine de la personne et d'avoir un rapport, par exemple. Moi, si je suis manager de quelqu'un qui travaille au Brésil, ma collaboratrice brésilienne peut le passer en brésilien et moi, je peux avoir le test en anglais ou en français. D'accord, c'est super intéressant pour une entreprise qui a une envergure internationale, justement, avec différents liens avec différents pays. C'est bon, c'est notre de grande savoir force. ça.
Oui, c'est notre grande force qui fait J'imagine. qu'on peut intervenir voilà, sur des entités, des organisations qui sont intégrées pardon, qui sont localisées dans de nombreux pays. Donc, très intéressant. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez besoin et est-ce qu'on a encore du temps pour répondre à certaines questions? Alors, soit on fait un focus sur les questions maintenant et après on partage le test, ou vice-versa. Qu'est-ce que vous préférez? Écoutez, nous, on est encore disponible pour des questions. On est ravis, même Ok. avec qui de pouvoir y Alors, répondre. Voilà, tout dépend de ce chacun. que je vous propose dans le chat, c'est effectivement de poser vos questions si des questions sont restées en suspens. Et alors, moi, pendant les échanges, j'en ai mis 3 de côté. On peut peut-être déjà y répondre. J'ai trouvé des petites questions intéressantes. Alors, une première qui m'a fait sourire. Peggy demandait, est-ce que les animaux ont une intelligence émotionnelle? Ah, est-ce que les animaux ont des émotions? C'est une bonne chose. Alors, on sait par exemple que la peur, effectivement, est présente chez l'animal, hein, puisque effectivement, quand vous avez, je sais pas, un chat ou un chien, il a un réflexe dans son cerveau, hein, donc il y a un petit message. Donc effectivement, on peut dire que la peur est là. La surprise aussi, c'est juste qu'on la joie aussi, hein, mais c'est juste Oui. qu'on ne la, c'est plus primaire. C'est-à-dire que les messages envoyés par le cerveau sont plus du domaine instinctif et plus primaire, et que nous, très rapidement, le cerveau va activer le mental juste après la partie biologique, le signal biologique, ce qui n'existe pas chez l'animal, enfin, ou en tout cas plus sur des réflexes plus primaires. C'est-à-dire la fuite, mais ce que nous avons aussi, hein. Par exemple, quand on a peur, on sait qu'on a 3 réflexes de base liés à notre cerveau reptilien, qui est le plus ancien cerveau, et qui fait qu'il y a trois grands comportements réflexes. C'est soit la fuite, quand on a peur, soit le fait d'être paralysé, tétanisé, soit la lutte. Et effectivement, on pense aux hommes préhistoriques qui devaient se battre contre des mammouths géants. Effectivement, on peut comprendre qu'il fallait faire vite. Le mental ne prenait pas le relais. J'ai vu que, je vois que Karel a posé 2 fois la question. Est-ce pertinent de présenter en recrutement un test déjà réalisé au même titre que le listing des skills et des hard skills? Effectivement, nous, on préconise beaucoup de combiner les tests. Donc, tout à l'heure, on parlait du MBTI. Alors, ça peut être le MBTI avec un test d'intelligence émotionnelle. Et effectivement, on vous préconisera le nôtre. Mais bon, voilà. Mais de façon beaucoup plus ouverte, voilà, un test d'intelligence émotionnelle. C'est vraiment une tendance de fond que nous avons chez nos clients de corréler des tests qui vont traiter du comportement et de l'intelligence émotionnelle, traiter d'un angle de vue sur la personnalité et de l'intelligence émotionnelle ou de capacité en leadership. Donc, effectivement, très, très bon réflexe et merci, Karel, de nous poser la question. Oui. Et Karel demandait aussi, il y a une autre question qui est passée, que j'avais relevée. Elle demandait si on peut considérer l'intelligence émotionnelle comme une compétence transversale, à part entière. La compétence, vous disiez ? Est-ce qu'on peut considérer l'intelligence émotionnelle comme étant une compétence transversale, à part entière? Ah, alors, ça dépend ce qu'on entend par compétence transversale. Alors, si derrière la question, il y a est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plusieurs fonctions et pour plusieurs types de responsabilités? Oui, à 100%, si c'est l'objet. C'est ce que je comprends. Voilà. Bon, donc tout à fait oui. On peut aussi effectivement, on peut l'assimiler à une compétence, effectivement, dans le sens où, comme on l'a dit juste avant, on peut s'entraîner, on peut acquérir des choses. Donc oui, tout à fait. Moi, je la nomme plutôt comme capacité, mais compétence aussi va très bien. Donc effectivement, c'est tout à fait transversal. Oui, tout à fait. Ok. Et l'intuition, oui, j'entends Pascal qui nous dit comment se passe l'intuition. J'allais l'évoquer aussi. Alors ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors l'intuition, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors souvent, moi je dis, et je ne sais plus qui le disait, que l'intuition, c'est notre intelligence qui fait un excès de vitesse. Vous savez, ce côté,
J'aime bien. L'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Et effectivement, c'est comme si, quand on dit, tiens, j'ai une intuition, c'est comme si on avait observé notre environnement, comme si on s'était connecté à nos ressentis et qu'en quelques secondes, intuitivement, alors il y en a qui parlent d'instinct, mais je vais le dire de façon intuitive, intuitivement, on a tout de suite une réponse, une décision qui se fait dans notre esprit. Je prends l'exemple, quand on visite un appartement ou une maison qu'on veut acheter, puis qu'on dit « Ah ouais, je me sens bien, je le sens bien ». C'est un coup de cœur. Eh bien là, il y a de l'intuition. C'est-à-dire qu'on va y chercher l'émotionnel, et puis juste après, le mental prend le relais pour se dire « Ok, est-ce que c'est près de l'école des enfants? Est-ce qu'au terme de budget, je peux y arriver? Est-ce que j'ai… » Mais effectivement, l'intuition, alors ce n'est pas une sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est comme un chapeau qui viendrait… prendre plusieurs éléments en considération. Mais voilà, l'intuition, voilà, je le redis, c'est notre intelligence et rationnelle et émotionnelle qui fait de l'excès de vitesse. D'accord, c'est joliment dit. On avait une question de Frédéric qui nous demandait comment utiliser l'intelligence émotionnelle face à des personnes en situation de burn-out. Ah, très intéressant. Alors, comme ça, de façon assez à chaud, je vous parlerai de la confiance en soi et de l'assertivité qui sont souvent mises à mal dans les périodes de burn-out compliquées. Donc oui, tout ça peut vraiment être très aidant. Alors, pour voir si effectivement la confiance en soi a été complètement annihilée ou vraiment perturbée et jusqu'à quel niveau. Donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi pour aider la personne à se reconnecter à ses grandes forces, puisque vous avez vu, il y a 15 facettes. Donc, tout n'a pas été détruit, heureusement, pendant le burn-out. Et on peut aider, moi je l'ai fait en coaching, pour aider des personnes qui étaient dans des situations très compliquées, de souffrance morale très compliquées après des burn-out, où on est allé chercher des forces, des choses qui continuent à fonctionner, et puis aussi des nouvelles façons de fonctionner avec les autres, notamment en termes de perception émotionnelle pour ceux qui en avaient trop, par exemple, ou qui étaient trop dans le fait plaisir. Ça, on va aller sur la process-com, c'est une autre approche psychologique, mais voilà. Donc, on peut effectivement, le TQ peut être très aidant pour aller faire un bilan, un diagnostic de ce qui a été perturbé et de ce qui reste encore relativement solide chez la personne. D'accord. Ok, très, très, très précis, je comprends. J'ai Peggy qui nous partage son expérience. C'est vraiment là, pour le coup, un cas très précis qu'elle nous partage. Elle nous dit que suite au test TQ, alors je dis bien c'est TQ, on dit pour oui, c'est bien. C'est ça. Hein, donc, elle dit qu'elle l'a passé, alors si j'ai bien compris, il y a une petite faute de frappe, mais je crois qu'elle veut nous dire en juin dernier. Elle nous dit je suis à 90% adaptabilité, 12% confiance sociale et 13% gestion des émotions. Comment puis-je mal gérer mes émotions tout en ayant ce sens de l'adaptation? Alors après, j'imagine que ça demanderait de voir tous ces résultats pour bien analyser tout ça. Mais là, comme ça, à chaud, est-ce que ça vous inspire une réponse? Alors, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il faut voir l'ensemble des facettes et ce que j'invite, c'est que Peggy nous recontacte parce qu'elle a certainement dû avoir un débrief de son test, puisqu'effectivement, il y a des corrélations entre les facteurs, des facteurs qui viennent, j'allais dire, soutenir le fait de bien gérer ou d'avoir un tout petit peu plus de difficulté à gérer ses émotions. Donc, effectivement, si Peggy, voilà, on serait ravis de pouvoir en discuter avec elle et d'affiner notre réponse par rapport à ces résultats. Tout à fait. Je vois que Marine lui a pris les devants et lui a partagé le contact. Tout à fait. Je regarde si on a peut-être une dernière question pour clôturer ce webinaire. Alors, je prends la dernière qui me vient tout de suite. Frédéric qui demande on peut conjuguer l'intelligence émotionnelle et les méthodes de la psychologie positive. Alors, ça paraît d'être une question, je crois que c'est une affirmation. Est-ce que Céline, vous pouvez effectivement confirmer ce que Frédéric nous dit?
Complètement. Vous vous rappelez que nous avons un facteur qui concerne le bien-être et qui va inclure la facette du bonheur et de l'optimisme et de l'estime de soi. Et effectivement, quelqu'un qui serait en bien-être un peu bas, ou en tout cas en dessous de la norme, c'est très intéressant de le travailler avec une approche en psychologie positive pour remettre en route peut-être des réflexes et des mécanismes qui ont été perdus par cette personne. Donc, ça fait tout à fait partie des outils à disposition qui peuvent aider quelqu'un qui pourrait avoir des manquements ou qui pourrait se sentir un peu fragile sur la partie bien-être. Tout à fait. Ok, parfait, très bien. Je vois qu'on va arriver au bout de ce webinaire, donc je vois que le sujet a l'air de vraiment vous passionner parce que je vois beaucoup de réactions dans le chat. La bonne nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, Céline, vous allez me dire, mais il me semble que le test sera partagé. C'est bien ça, hein? Tout à fait, oui. Le replay sera également accessible. Si jamais des questions sont restées en suspens, bien évidemment, je pense que Céline ou Kim peuvent être à disposition si jamais des personnes ont des questions complémentaires. N'hésitez pas, contactez-nous sur le mail service client. C'est un mail que nous recevons et que nous regardons bien évidemment tous les jours. Et voilà, donc oui, au contraire, tout ce qui est échange, tout ce qui fait qu'on peut transmettre du savoir sur ce sujet nous passionne, Kim et moi, et ainsi que Marine dans l'équipe. On est tous à votre disposition pour y répondre et échanger parce que c'est un domaine passionnant qui est très riche. Donc, beaucoup de questions. Absolument. Sur ce sujet. Et on nous demande si le test est payant. Dernière petite question. Est-ce qu'il est payant, ce test? Voilà, la question est revenue plusieurs fois. Tout à fait. Bien sûr, le test est payant, mais on peut le faire tester gratuitement pour les personnes qui ont participé à ce webinaire avec grand plaisir, volontiers même. Voilà, ça vous permettra de mieux vous connaître et puis voilà, d'avoir un petit temps d'avance. Génial. Sur l'équipe. Écoutez, Kim et Céline, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour échanger sur ce sujet. Je pense qu'on pourrait rester des heures en vrai à parler de ça, tellement c'est passionnant, mais j'espère que ça a déjà apporté pas mal d'éclairage et je pense que c'est le cas au vu des réactions dans le chat. Merci à l'ensemble des participants d'avoir été aussi actifs. Merci à vous deux pour ces échanges constructifs. Vous voulez dire un petit mot? Merci Anaïs et merci à Culture RH. Oui, vraiment, merci pour cette belle collaboration et pour avec nous avoir ouvert la porte à ce thème qui nous passionne. Avec plaisir. Alors, pour tous ceux qui suivent les actualités de Culture RH, justement, moi, je vous retrouve le jeudi 29 septembre. J'animerai à nouveau un webinar, cette fois-ci avec notre partenaire Softgarden, une solution de recrutement. Et alors, on parlera d'un tout nouveau sujet. Il s'agira de parler de comment gagner la course au talent en s'inspirant des techniques du marketing digital. Alors là, on n'est plus du tout dans la question intelligence émotionnelle, mais là, on bascule vers le côté marketing. Le lien vous est partagé dans le chat. Donc, venez nous retrouver si le sujet vous intéresse, vous intrigue, parce qu'on va parler de comment s'inspirer du e-commerce. Je vous le résume, mais comment s'inspirer du e-commerce, en fait, pour gagner cette fameuse course au talent. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci à nouveau Kim et Céline pour votre temps. Et je vous dis à très vite.